Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je remercie pour leurs bons conseils mes collègues qui ont bien voulu lire et critiquer les idées proposées dans ces pages, en particulier Omar Aktouf, Philippe Delenner, Michel Gevert, Paul Leventhal, Michel Molitor et Ricardo Petrella. Je remercie aussi Alain Adrians, Jean-Claude Garot et Karine Vatelet d'avoir accueilli sur le site du journal, pour une version provisoire, des chapitres de ce livre. Préface. Est-il possible de libérer la vie des habitants de la Terre de la domination capitaliste mondiale? Ricardo Petrella, professeur EMERITE de l'UCL. Nous assistons depuis les années 1970 à une nouvelle histoire de colonisation du monde à l'échelle planétaire, marquée par une colonisation de la vie dans toutes ses formes, de la vie des humains à celle des autres espèces vivantes de la Terre, par des groupes sociaux dominants, principalement au sein des sociétés dites occidentales et occidentalisées. En réalité, ces groupes se sont multipliés aussi en dehors du monde occidentalisé, notamment en Russie, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Nigeria. Ils ont réussi à y imposer la globalisation technologique et financière de l'économie, en obligeant ces pays à adopter les règles et les mécanismes de fonctionnement de l'économie capitaliste dominante, celle que Guy Bajois, avec d'autres dans le monde, appelle le capitalisme néolibéral mondial. Le système capitaliste n'a pas substantiellement changé, mais il a réussi une mutation importante grâce entre autres à une exploitation en sa faveur des bouleversements technoscientifiques qui ont modifié les imaginaires et les vécus des rapports entre les êtres humains et les mondes de l'énergie, du vivant, de l'information, de la communication. Tout en devenant plus puissant aux yeux de la population mondiale, le capitalisme n'est pas devenu pour autant plus acceptable. Les protestations des groupes sociaux dominés et pénalisés, les paysans, les ouvriers, les femmes, les jeunes, les sans-travail, et les révoltes des peuples à travers le monde sont nombreuses et récurrentes, car les effets dévastateurs du système sur la vie sont même devenus plus graves, plus étendus et systémiques. Le livre de Guy Bajois vise délibérément à répondre à la question: comment rendre efficaces les luttes sociales contre le nouveau capitalisme néolibéral mondial? Un engagement pour contribuer à construire un autre devenir. L'auteur affiche clairement son objectif. Le citoyen bajois se propose de contribuer, en tant que sociologue, au travail d'analyse et de compréhension des changements intervenus au cours des 50 dernières années au niveau du système capitaliste, qu'il appelle du troisième âge. La première génération aurait été celle du capitalisme libéral national, au XIXe siècle. La deuxième, celle du capitalisme national protectionniste, après la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Et la génération actuelle, à partir des années 1970, celle du capitalisme néolibéral mondial. Une fois réalisé le travail d'analyste comprendre, le sociologue continue dans la deuxième partie du livre son travail au service du citoyen. C'est en tant que citoyen que l'auteur avance dans l'identification des objectifs, des choix et des modalités de lutte contre le système, agir, dans la double perspective de résistance et d'alternative. Dédoublement troublant et fragile de la personne de l'auteur? Je ne le pense pas. Les deux rôles sont clairement définis et distincts, mais ils ne sont pas par définition opposés, contradictoires, conflictuels. Ce qui varie est la manière de voir les phénomènes à partir de points d'observation différents. L'unité de l'auteur exerçant les deux rôles reste intacte. Guy Bajois a réussi à maintenir le respect d'un critère fondamental: l'honnêteté et la cohérence de chaque manière de voir. Il n'a pas mélangé, mais intégré dans la démarche volontariste du citoyen, créateur d'utopie, la démarche du sociologue, fondée sur l'explication du sens donné aux mots et aux concepts utilisés et sur leur validation empirique. D'où l'importance du glossaire que le lecteur trouvera en appendice de l'ouvrage. En outre, l'auteur n'en est pas non plus à son premier exercice, comme en témoignent ses livres précédents. Ainsi, l'ouvrage est structuré en deux parties. La première est dédiée à la compréhension et à la prise de conscience claire des problèmes que soulève le capitalisme actuel. La deuxième s'applique à définir les enjeux stratégiques d'action pour libérer nos sociétés de la domination du capitalisme néolibéral mondial et de ses multiples conséquences néfastes pour la vie. Ce sont bien là les vertiges du sociologue.
donner aux gens des outils pour mieux comprendre la société, au-delà des expériences directes, individuelles et de groupe, et pour les aider à la rendre meilleure. Face à la grande variété des situations, des évolutions, des processus et des changements s'entrecroisant dans le temps et à travers les territoires, le sociologue risque de perdre la boussole, de s'y perdre. Bajois y a échappé en donnant systématiquement la définition du sens des concepts utilisés, et en faisant des synthèses tranchantes sans perte de crédibilité. Il n'est pas non plus tombé prisonnier de l'immense variété des expériences concrètes. Je crois que ces efforts ont donné des résultats importants, ce qui ne signifie pas qu'ils soient entièrement et nécessairement partagés. Parmi les principaux éléments du changement qui, au niveau des relations sociales, caractérisent le capitalisme néolibéral mondial selon Guy Bajois, retenons surtout ce qui suit. Loin d'avoir disparu, les classes sociales sont restées déterminantes. Cependant, leurs bases sociales ont subi des modifications, des recompositions, avec des effets sur la configuration des acteurs, leurs fonctions, leurs intérêts, leurs modes et moyens d'action. Ainsi, aujourd'hui, dans un contexte où les relations sociales sont de plus en plus diversifiées, denses, interdépendantes et inégales car davantage façonnées par les savoirs et les technologies, et donc complexes, d'accessibilité réduite au plus grand nombre, il y a toujours une différence structurelle considérable entre les deux classes, productrices et gestionnaires. Cette différence correspond à la différence entre la classe dominée et la classe dominante. Cependant, ce qui compte davantage de nos jours, ce n'est plus la production des biens et des services, mais leur vente et leur consommation. La plus-value extraite de la production fait partie du bénéfice commercial ou financier, mais l'extraction est plus importante au niveau de la chaîne totale de la valeur des biens et des services échangés, vendus. Si je peux ajouter un petit commentaire, la forme extrême de ce changement clé, à mon avis, est représentée par les contrats à terme tels que ces produits financiers dérivés spéculatifs, selon lesquels un bien, par exemple le pétrole, le blé, peut être acheté et vendu plusieurs fois en une journée, voire en une heure, et engendrer des profits sans que le bien ait été matériellement produit ou déplacé d'un lieu à un autre. Il suffit qu'il change de propriétaire. Les classes productrices comme la classe des travailleurs, des paysans, des employés, ont cédé le pas à la classe des consommateurs. Ceux et celles qui sont obligés de travailler selon les règles et les contraintes imposées par la classe gestionnaire néolibérale, non pas pour produire les biens et les services dont ils ont besoin pour leur survie, comme ce fut le cas des classes productrices d'antan, mais pour acquérir un pouvoir d'achat indispensable pour accéder aux biens et aux services que la classe gestionnaire de l'économie dominante leur impose, par la publicité et par la puissance de sa capacité de manipulation. Pensons aux produits et services des entreprises mondiales GAFAM, en tant que condition nécessaire et indispensable pour exister socialement, pour être. Une vieille personne disposant d'une très petite pension ne vaut plus rien, car non seulement elle ne travaille plus mais elle ne consomme pas, elle n'existe pas. Le pouvoir d'achat est devenu l'élément définissant l'identité des personnes, des groupes et des communautés humaines et, comme tel, un facteur majeur de discrimination dans le cadre des relations sociales de puissance, de pouvoir, d'influence et de légitimité. Dès lors, la grève des travailleurs ne fait plus peur à la classe gestionnaire. Les employeurs peuvent disposer d'une force de travail énorme à travers le monde, disponible à bas prix et prête à travailler dans des conditions très éloignées de celles qui, en principe, devraient être garanties par l'état de droit et par l'état du welfare, l'un et l'autre, par ailleurs, étant tombés partout en désuétude. Ce qui explique aussi la diminution considérable du pouvoir des syndicats ouvriers, et ce pas seulement dans les pays dits développés. Il en va autrement, selon notre auteur, des grèves des consommateurs. Le boycottage des banques et des entreprises, impliquées dans le commerce illégal des armes et de la drogue, ou dans l'utilisation des produits chimiques toxiques et nuisibles à la santé et à l'environnement, ou encore, dans le travail des enfants soumis à des conditions de travail esclavagistes, etc., préoccupent très sérieusement les gestionnaires. Les industries chimiques, minières ou du pétrole et agroalimentaires en savent quelque chose. Selon l'analyse de Bajois, ce dernier constat revêt une importance majeure en ce qui concerne les priorités stratégiques des luttes contre le capitalisme néolibéral mondial. Nous y reviendrons. Cette mutation du capitalisme a eu pour conséquence que la vieille classe bourgeoise du capitalisme industriel national, les propriétaires privés de moyens de production, a perdu une grande partie de sa puissance.
Ce qui est devenu stratégique aujourd'hui pour faire partie de la classe gestionnaire néolibérale, ce n'est plus d'être propriétaire privé de moyens de production, même si ce n'est évidemment pas inutile, mais d'être marchand de biens et de services et prêteur d'argent, l'ensemble de l'économie financière incluse dans la zone grise entre légalité et illégalité, comme le recyclage d'argent produit par l'évasion fiscale, le commerce des armes, le trafic de drogue. Un autre changement significatif intervenu d'après notre auteur au niveau de la classe gestionnaire, c'est l'abandon de la vision d'un État protecteur, responsable de la sécurité et du bien-être de la communauté nationale, au profit d'une approche internationaliste. Elle est devenue essentiellement une classe compétitiviste, c'est-à-dire entièrement partisane de l'ouverture, libéralisation et dérégulation, marchandisation et privatisation, des sociétés humaines à la concurrence économique, sur base de la puissance technologique et financière, au service de la conquête des marchés, notamment des marchés de consommation. L'idéologie du compétitivisme se nourrit d'une série de conceptions et d'impératifs guerriers, militaires. Rivalité systémique, survie, conquête, attaque, adversaire, supériorité, suprématie, agressivité, hégémonie, si bien que la compétitivité économique est devenue une composante déterminante de la stratégie militaire et de la sécurité nationale des classes gestionnaires des pays les plus puissants. L'identification que ces classes font entre sécurité économique de leurs intérêts et sécurité militaire du pays est source de mystification et de choix dangereux. Et ce, non seulement en ce qui concerne le caractère réel néolibéral et mondial de la phase actuelle du capitalisme, mais surtout concernant les droits universels à la vie et le devenir de l'humanité en tant que telle. En outre, l'identité donnée par le compétitivisme est particulièrement riche de négativité. Être compétitif au sommet de l'indice mondial de la compétitivité en tant qu'entreprise, ville, région, pays, signifie avoir fait la preuve d'être le meilleur, le plus efficace, le plus rentable, le plus innovant, le plus audacieux, donc le plus confiant dans le futur, celui qui mérite le pouvoir et justifie sa domination. Faute de compétitivité, la classe gestionnaire néolibérale dont les membres se détruisent entre eux court le risque de disparaître, d'être remplacée. Tout cela a poussé l'auteur du livre à estimer à juste titre que l'actuelle classe gestionnaire est encore plus individualiste, injuste, anti-égalitaire et non solidaire que les précédentes. La simplicité et les certitudes du citoyen. Face à la variété et aux turbulences des mutations et des constats, le citoyen guibageois semble plus calme, plus posé, ce qui ne signifie pas toutefois sans questionnement et sans souci réel. Il part de 3 conclusions, et il aboutit à 2 propositions pour l'action. Les 3 conclusions. Première conclusion. Puisque l'utopie est un projet qui ne peut être réalisé pleinement ou dont la réalisation n'est jamais définitive, Bajois est favorable à l'utopie. La différence entre l'utopie et l'utopie, entre un lieu qui n'existe pas, utopo, et un lieu heureux, utopo, est que la première propose une finalité irréaliste et totalement inaccessible, tandis que la seconde propose une finalité qui, même si elle est très difficile à atteindre, peut cependant être approchée, pas à pas, par des mesures concrètes, qui sont cependant toujours provisoires et imparfaites. Cette différence est, à son avis, une conséquence de la logique des 4 formes fondamentales d'échanges sociaux: la collaboration, le conflit, la compétition et la contradiction, voire le glossaire. Ces 4 formes sont toujours présentes à doses variables, dans n'importe quel type de relation sociale. Or, ce que voudrait l'utopie de la gauche, c'est justement supprimer toute forme de domination dans toute relation sociale, entre les classes, les genres, les âges, les races, les statuts sociaux, etc. L'expérience montre que seule l'action solidaire et conflictuelle des dominés contre les dominants peut arrêter la domination dans les relations sociales et permettre de réaliser des utopies. Deuxième conclusion. Prétendre supprimer la classe gestionnaire est un objectif forcément voué à l'échec. On ne pourra de toute façon que la remplacer par une autre. Quel que soit le mode de production en place, ce qui importe, c'est que la classe productrice, aujourd'hui la classe des consommateurs, ait la force de contraindre la classe compétitiviste à être dirigeante. Reprenant une thèse d'Alain Touraine, une gestion dominante désigne un usage de la plus-value au service des intérêts privés de la classe gestionnaire. Exploiter au maximum le travail, ne pas payer d'impôts et ne rien redistribuer par des politiques sociales et publiques,
alors qu'une gestion dirigeante consiste à faire l'inverse et mettre la plus-value au service de l'intérêt général, donc du bien-être de tous. Troisième conclusion. Parmi les 4 tendances entre lesquelles se sont divisés ceux qui se sont engagés dans les luttes sociales et politiques contre le capitalisme d'hier, le socialisme utopique, le syndicalisme revendicatif, l'autogestion et la révolution politique, seules la 2e et la 3e ont fait preuve d'efficacité, ont été capables d'opposer une résistance au capitalisme et d'ouvrir des chemins alternatifs. Les 2 propositions d'ensemble pour l'action. La première proposition concerne la création dans chaque pays d'un mouvement social civique de lutte pour imposer à la classe compétitiviste le respect de 8 enjeux majeurs. À exiger des États nationaux qu'ils se mettent d'accord entre eux pour réguler la compétition, par des dispositions légales, entre les grandes entreprises commerciales et financières. L'État doit réguler l'économie. B. Contraindre la classe compétitiviste à respecter vraiment l'environnement. C'est l'obliger à contribuer au financement des États nationaux, par la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. D. La contraindre à respecter les consommateurs. E. L'obliger à respecter les travailleurs contre la lente régression des droits acquis par le mouvement ouvrier. F. L'empêcher de privatiser les biens communs, car ils doivent rester accessibles pour tout le monde à des prix raisonnables. G. L'empêcher de pratiquer l'impérialisme envers les pays du sud de la planète. H. L'obliger à respecter vraiment les droits humains, en particulier les droits à l'éducation, à la santé, à la sécurité et à la non-discrimination des genres, des cultures, des races. La seconde proposition porte sur la promotion d'une utopie mondiale, le bien commun de l'humanité, un vaste programme d'initiatives axé sur la mise en œuvre d'un nouveau contrat social mondial. Néanmoins, la manière dont l'auteur a traité de cette question m'a laissé sur ma faim. Elle soulève, me semble-t-il, une question essentielle, non résolue, et qui invite à poursuivre plus avant la réflexion: quid de la propriété? Où sont les toutes puissantes entreprises multinationales mondiales, les Big Pharma et les GAFAM, dont la capitalisation boursière, forme avancée de propriété du capital financier mondial, est considérée par la classe gestionnaire dominante comme l'indicateur paradigmatique le plus concret et le plus fort du capitalisme actuel? Pourquoi Guy Bajois n'en parle-t-il pas, sauf par une fugace référence au fait qu'être propriétaire peut être utile mais pas déterminant, acceptant ainsi, entre autres conséquences, que les biens communs n'impliquent pas nécessairement leur propriété et responsabilité commune publique? Peut-on imaginer la concrétisation réelle des droits humains universels et une justice sociale globale sans biens communs publics mondiaux? Par exemple, comment réaliser le droit universel à la santé si les médicaments, notamment les vaccins, sont soumis au droit privé de propriété intellectuelle, à savoir si ce sont des brevets privés à but lucratif sur le vivant? La propriété publique mondiale des biens et services essentiels pour la vie de tous les habitants de la Terre est fondamentale. Ricardo Petrella, janvier 2021. Introduction. Pour que les lecteurs sachent à quoi et à qui s'en tenir, il n'est sans doute pas inutile d'expliciter d'abord les motivations et la démarche qu'ils trouveront dans ce livre. Depuis plus de 50 ans, je suis sociologue et je fais mon possible pour être un citoyen de gauche. Ces 2 caractéristiques disent à la fois quelles sont mes modestes compétences, mais aussi quelles sont mes limites. Car en effet, concilier la pratique sociologique avec l'engagement sociopolitique n'est pas chose facile. En tant que sociologue, je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur ce que font les acteurs sociaux. Je dois me contenter d'observer, d'analyser, de comprendre leur conduite, de publier des articles et des livres pour diffuser les résultats de mes recherches. En tant que citoyen engagé à gauche, au contraire, je dois prendre parti, savoir de quel bord je suis, avec quels acteurs je veux et avec lesquels je ne veux pas travailler, et leur dire ce que je crois qu'ils devraient faire pour être plus efficaces dans leur lutte. Ces 2 activités sont en principe incompatibles. Pour essayer néanmoins de concilier les 2, j'ai adopté la position suivante. J'essaie de travailler avec des acteurs qui me semblent mener leur lutte contre toutes les formes de domination sociale de la manière dont la sociologie m'a fait comprendre qu'il fallait les mener. Je me suis donc efforcé durant ma carrière, au moins chaque fois que c'était possible, et ce ne le fut pas toujours, notamment pour une question d'organisation et de financement de la recherche, de choisir les acteurs avec lesquels j'ai travaillé et de les impliquer dans le processus d'investigation.
Je suis en effet absolument convaincu que les sociologues peuvent aider les acteurs dominés à orienter plus efficacement leur combat contre la domination et à être plus efficaces. Mais cela n'est possible qu'à la condition fondamentale qu'ils travaillent ensemble, apportent chacun leur savoir et leur expérience à l'analyse et à l'orientation des luttes sociales et politiques. C'est là le sens que j'ai voulu donner à ce livre. Il s'adresse à tous ceux qui sont en colère contre la manière dont est géré le monde d'aujourd'hui, contre le capitalisme néolibéral et ses effets néfastes sur les travailleurs, sur les consommateurs, sur l'environnement, sur les États nationaux, et qui résistent ou cherchent des alternatives pour construire un monde meilleur. Cependant, cela ne résout pas tout le problème de l'engagement social du sociologue, et ce, pour deux raisons. La première est que la sociologie n'est pas une science exacte. En effet, les êtres humains ne sont pas des objets, mais des sujets, dotés de conscience. Donc, ils ne sont jamais complètement déterminés et par conséquent leurs conduites ne sont jamais totalement prévisibles. La seconde raison est que même si ce n'est pas une science exacte, la sociologie est néanmoins une science. Or, toute science est construite sur des concepts. Un concept n'est jamais un mot comme les autres, c'est un mot, rigoureux. Chaque concept est employé dans un sens précis, et parfois différent de celui que lui donne le sens commun. Dès lors, si les lecteurs ne connaissent pas le sens que la sociologie donne aux mots que j'emploie, il se peut qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que je veux leur dire et ils risquent alors de se décourager, de jeter mon livre par la fenêtre et de retourner à leurs activités habituelles. Ce qui est évidemment l'inverse du but que je poursuis. Cet obstacle est sans doute le plus difficile à surmonter. En effet, pour comprendre, il ne suffit pas de lire, il faut apprendre les concepts, donc il faut les étudier, les retenir, y réfléchir, les critiquer, et cela demande au lecteur un effort considérable qu'il n'est pas forcément disposé à faire. Et ceux pour qui j'écris n'ont bien entendu aucune raison d'être des sociologues. La démarche proposée ici obéit à un ordre logique. Pour essayer de changer quelque chose à une réalité quelle qu'elle soit, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne, c'est-à-dire comment elle produit ses effets et se reproduit dans le temps. Et pour savoir comment ça marche, il faut démonter la machine. Une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, on peut la remonter et chercher à agir sur elle pour la faire fonctionner autrement. Le lecteur trouvera donc ci-après deux parties. La première a pour titre Comment fonctionne le capitalisme néolibéral ? Chapitres 1 à 7. Et la deuxième Comment combattre les effets néfastes du capitalisme néolibéral ? Chapitres 8 à 12. La conclusion est consacrée à une synthèse intitulée « Être de gauche au XXIe siècle ». Première partie. Comment fonctionne le capitalisme néolibéral ? Chapitre 1. La logique de fonctionnement du capitalisme néolibéral. Réduire l'aventure humaine à la compétition, c'est ravaler l'individu au rang de primate. Dans les pays du Nord occidental, depuis un demi-siècle environ, la logique dominante qui régit le fonctionnement du capitalisme a changé très radicalement. Pour le dire en une phrase, nos sociétés sont passées d'un capitalisme industriel national et protectionniste, régulé par les États, à un capitalisme néolibéral mondialisé, dérégulé et imposant ses propres règles aux États. Il importe de préciser d'abord que ces deux régimes ne sont pas seulement des régimes économiques, des modes de production, mais que ce sont des régimes sociétaux, c'est-à-dire qui imprègnent toutes les relations sociales de la vie commune, donc tous les champs relationnels. L'analyse présentée ici repose sur 7 propositions, qui concernent les 7 champs relationnels que je considère comme constitutifs de la vie commune. Ces champs sont articulés entre eux et j'estime qu'ils ont tous une importance théorique égale, car si l'un d'entre eux ne fonctionne pas comme le veut la logique de l'ensemble, il bloque le fonctionnement des autres et la machine ralentit ou s'arrête. Un schéma, figurant à la fin de ce premier chapitre, résume l'analyse et peut servir de guide de lecture. J'attire l'attention sur la signification des flèches dans ce schéma. Elle ne signifie pas cause, mais plutôt permet de comprendre les raisons d'eux. Car il n'y a pas de causalité efficiente dans la vie sociale. Les acteurs sont conditionnés, mais comme je viens de le rappeler, ils ne sont jamais entièrement déterminés par des logiques structurelles, ils peuvent toujours dire non. Première proposition, la logique des relations de savoir. Depuis les années 1970,
Les innovations techniques dans les domaines de l'informatique, de la robotique et de l'intelligence artificielle, ainsi que les découvertes scientifiques de la génétique et leur prolongement dans la biotechnologie, ont engendré une profonde mutation technologique. Celle-ci a eu au moins 3 conséquences majeures. 1. Cette mutation a engendré une course effrénée à l'innovation technologique entre les entreprises des pays les plus hégémoniques du monde. Les entreprises qui adoptent les nouvelles technologies et parviennent à suivre le rythme du renouvellement permanent de leurs procédés de production, survivent et grandissent. Celles qui n'ont pas pu ou pas voulu les intégrer ont survécu péniblement ou ont disparu. Elles ont fait faillite ou bien elles ont été absorbées par les plus grandes. Aucune considération éthique ne semble pouvoir arrêter cette course. Les entreprises vont jusqu'à prendre des brevets sur le vivant, sur des molécules, sur des gènes, brevets qui sont autorisés aux USA depuis 1980 et dans l'UE depuis 1992. Ce qui implique que les entreprises capitalistes peuvent désormais traiter la vie comme une marchandise, soumise à la loi de l'offre et de la demande. 2. Cette course à l'innovation a engendré une forte hausse de la productivité du travail, surtout dans les secteurs les plus stratégiques de l'économie. Ces nouvelles technologies permettent de produire, en quantité et en qualité, des biens et des services extrêmement diversifiés, dont l'offre dépasse largement la demande solvable dans les domaines les plus rentables de l'industrie. 3. Cette croissance accélérée et brutale des forces productives a provoqué une prise de conscience écologique. Le progrès indéfini de la maîtrise et de la transformation de la nature par la science, la technique et le travail a touché ses limites. Les ressources non renouvelables s'épuisent, l'environnement est en danger, la survie de l'espèce humaine est menacée. Deuxième proposition, la logique des relations de puissance. Ce formidable dynamisme technologique a bouleversé les rapports sociaux de production. D'abord, en 1973, les fameux accords de Bretton Woods, signés en juillet 1944, furent abandonnés. Cela signifie que la valeur des monnaies nationales n'est plus rattachée à un étalon hors commun. L'argent devient ainsi une marchandise privée comme les autres, soumise à la loi de l'offre et de la demande, dont les échanges ne sont plus contrôlés par les États et qui peut donc faire l'objet de spéculations. En même temps, les entreprises, soumises à la loi de la compétition, doivent pour survivre vendre tout ce qu'elles sont capables de produire. Elles doivent donc conquérir des marchés au-delà des frontières nationales de leur pays d'origine. On a vu ainsi les États, surtout dans les pays les plus industrialisés, abandonner rapidement le protectionnisme économique, le modèle keynésien, qu'ils avaient mis en place pour résoudre les problèmes posés par la grande crise des années 1929 à 1930. Ils ont réduit les droits de douane qui protégeaient leurs entreprises nationales contre la concurrence des entreprises étrangères. Ils ont réduit aussi, voire supprimé, les interventions des États qui avaient pour but de réguler les cycles de l'économie en entreprenant de grands travaux publics, en créant des entreprises publiques et en pratiquant le contrôle d'échange. Ils ont donc privatisé, totalement ou partiellement, les grandes entreprises publiques. Bref, la nouvelle classe gestionnaire du capitalisme néolibéral, celle que j'appelle la classe compétitiviste, voire plus loin, a exigé que les États se mettent au service d'un nouveau Dieu, le marché, qu'ils se soumettent à ses lois, qu'ils laissent circuler librement les biens et les services, les capitaux et les informations, qu'ils laissent le marché fonctionner selon sa rationalité propre, en comptant sur sa prétendue main invisible pour réguler les échanges. Ils ont ainsi généralisé le modèle économique capitaliste néolibéral. Cette évolution a engendré une violente montée du chômage, de l'exclusion sociale et des inégalités. Mais elle a eu aussi pour conséquence... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.